bonsoir à tous. À la une de ce journal, en pleine crise sanitaire, des zones rurales sont dépourvues de centres de santé intégrés pour faire face à la pandémie de Covid-19. Malgré l'existence de quelques structures sanitaires, elles manquent cruellement d'équipements et de matériel pour permettre aux Camerounais de se soigner. Faute de soins médicaux appropriés, certains se tournent vers les médicaments de la rue et des écorces. Illustration à l'extrême nord du Cameroun et dans la région du sud, là où les services sociaux sont quasi inexistants, pas d'eau potable, pas de route, pas d'électricité. Le quotidien des populations de la zone rurale, c'est à suivre au cœur de ce journal. La cybercriminalité prend de l'ampleur au Cameroun. Certains sites de vente en ligne sont la face cachée des arnaqueurs, à tel point que des Camerounais se font dérober des millions de francs CFA lors de fausses opérations d'achat des articles en ligne et du piratage de leurs données personnelles. Quels sont les modes opératoires des arnaqueurs? Comment se protéger face à ces multiples arnaques et attaques cybernétiques? On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, l'ambiance qui a prévalu ce matin dans les centres du concours d'entrée en 6e. La question relative au respect des mesures barrières était un véritable casse-tête à la fois pour les responsables de ces sous-centres d'examen et également les candidats au concours d'entrée en 6e. Ambiance évoquée dans ce reportage que signent Warren Zede et Isabelle Carole Zoupet. Au lycée de Nilon Dokpassi, les mesures barrières peinent à être respectées pour le bon déroulement du concours d'entrée en 6e, session 2020. 26 candidats sont admis en salle au lieu de 24, comme l'exige la distanciation sociale telle que recommandée par les autorités. Et pour cause, plusieurs salles de classe sont hors service. Vous-même, vous avez constaté lorsque vous êtes descendu sur les lieux, le lycée de Nilon Dokpassi, qui est passé déjà lycée bilingue de Nilon Dokpassi, est en contrebas et toutes les eaux de ruissellement qui viennent du haut rentrent par le lycée et ça creuse des tranchées, on peut dire des tranchées. Et la saison de pluie avec ces examens, nous ne savons pas comment nous allons faire. Vous-même, vous avez pu constater que les salles de classe sont inondées par les eaux de ruissellement. Malgré ce petit manquement, ces jeunes candidats entament leur examen de passage au secondaire par l'épreuve d'études de texte, plus que confiants de bien comprendre le sujet proposé. Pour les responsables de ce centre, tout s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Le lycée de Nilon Dokpassi est ouvert depuis 6 h du matin. Nous devions accueillir 1102 candidats. Nous les avons conduits dans leurs salles respectives en respectant bien sûr les mesures barrières de la situation actuelle, bien entendu ajustées en fonction des réalités de l'établissement. Donc tous les enfants sont en salle de composition. Même ambiance au lycée de Bobongo avec la mise en place du minimum du dispositif anti-Covid. Quelques dysfonctionnements sont observés. Pour ce qui est de quelques soucis, comme toujours, il y a des candidats qui ont par devers eux leur récépissé et n'ont pas leur nom sur les listes officielles. Eux sont dans une salle de contentieux. Ils composent comme tout le monde le temps pour nous de voir clair dans la situation. Dans cet établissement, tout s'est déroulé sans le moindre incident. Ces tout petits du primaire qui frappent aux portes du secondaire seront fixés sur leur sort au plus tard le 7 juillet 2020. Département du Mungo, de nombreux candidats au concours d'entrée en 6e sont arrivés devant le sous-centre sans porter de masque. D'autres avaient du mal à pouvoir se nourrir en raison de la suppression de la pause durant cet examen. Et également, des familles ont eu du mal à pouvoir encadrer leurs enfants qui ont affronté les épreuves écrites du concours d'entrée en 6e dans le département du Mungo. Des précisions dans ce reportage que signent Warren Zede, Jacquino Molon et Kediara. Un concours d'entrée en 6e, sous fond de difficultés, dans le département du Mungo. Les 5000 écoliers qui ont répondu présents à l'appel ont dû braver incompréhension, retard, mais surtout Covid-19
pour se retrouver dans leur centre d'examen. Moi, je retourne avec ceci parce que moi, je pensais qu'ils composaient plutôt ici, au centre, vraiment. On m'a dit que non, ils composaient plutôt à la Victoire. C'est pourquoi je suis obligé de retourner vers la Victoire avec eux. Oui. Nous avons connu quelques petites difficultés liées tout simplement à ce que beaucoup ne comprennent pas que la formation de la jeunesse relève de toute la communauté éducative. Malgré les communiqués que nous avons donnés à la population, il y en a qui sont venus ce matin sans les masques. Nous avons été obligés de leur en donner. Certains ont confondu des centres, il y en a qui sont venus ici alors qu'ils étaient admis plutôt à passer le Common Entrance. Or, le Common Entrance ne se passe pas ici. C'est le concours d'entrée en 6e qui se déroule ici. À peine conscients de ce tout premier défi qui les attend, ces futurs lycéens l'ont pourtant affronté seuls pour la plupart. Car dans le département du Mungo, les parents ont choisi de rester à la maison, les laissant se débrouiller comme des grands. On a également constaté que les enfants sont venus seuls, ce qui témoigne un peu d'un manque de responsabilité des parents. Normalement, ces parents, c'est un jour spécial, ils devaient accompagner les enfants. Et vous savez, on a affaire à des tout petits enfants. Et les épreuves terminées autour de 12h30, les parents devraient revenir les chercher. C'est vrai qu'il est interdit aux parents d'entrer dans l'enceinte de l'établissement, mais ils devraient néanmoins être affectés dans cette structure sanitaire. Il s'agit du centre de santé intégré de Mekomo, situé dans l'arrondissement de Kiossi, région du Sud. Là-bas, les populations déplorent cette absence de soins médicaux appropriés. Elles utilisent désormais des écorces et des médicaments de la rue, s'exposant ainsi à de graves problèmes de santé publique. C'est un grand reportage que signent Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Situé à une vingtaine de kilomètres, à mi-parcours entre les arrondissements de Kiossi et d'Olamze, le centre de santé de Mekomo offre un visage pas du tout reluisant. À première vue, on dirait une maison abandonnée. Pourtant, il a servi de bureau de vote lors du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Après quoi, les occupants d'un jour sont repartis, laissant le centre de santé dans son lugubre état. Bienvenue au centre de santé intégré de Mekomo. En compagnie du maître des lieux, nous confirmons nos inquiétudes de départ, à savoir que l'on est plus en présence d'un local abandonné que d'une structure sanitaire qui fonctionne normalement. Le centre était d'abord abandonné où je n'avais pas trouvé le matériel dans le dit centre. Le matériel des accouchements et tout, les matelas, les lits. Comme l'hôpital était abandonné en brousse, les gens sont venus casser les portes et ramasser le petit matériel qui était avant. Ce n'est donc pas exagéré de dire que le centre de santé intégré de Mekomo ne dispose de rien. Le chef du dit centre, unique personnel affecté ici, se bat tant bien que mal avec les moyens de bord pour soulager les souffrances des villageois, sans eau ni électricité, encore moins de salles d'hospitalisation. Ce n'est ni plus ni moins que de la débrouillardise. Si par exemple il y a un cas ici, maintenant là on va chercher tout moyen d'arriver à Kiossi. Par exemple, ma femme peut vouloir accoucher, l'enfant peut tomber malade beaucoup. Le fait de rester dans le noir, pas de lumière dans le centre, ça fait en sorte que quand un cas de la nuit arrive, je dois chercher une lampe torche, je porte sur la tête pour essayer de pratiquer mes soins. Là où je suis la seule, si jamais les cas arrivent 3, 4, 5, je ne peux pas me départager pour soigner tous ces gens.
Devant l'incapacité du centre de les prendre en charge, les populations recourent aux vendeurs ambulants lorsqu'elles ne se remettent pas aux écorces pour alléger certaines de leurs souffrances. Malheureusement, tout cela ne se passe pas sans quelques risques. Ça, c'est contre le paludisme. Comme on n'a pas assez de moyens là, on est obligé de prendre les écorces en brousse. Quand quelqu'un a quand même quelques sous, il peut payer quelques comprimés chez eux. Mais jusque-là, les comprimés là, je ne sais pas si c'est bien ou c'est... Parce qu'il arrive des fois, ça ne soigne même pas quelqu'un. Il passe en route, avec sa moto, il vend ses produits là-bas, par-ci, par-là. Et qui d'ailleurs crée beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des incidents qui arrivent là-bas. Il injecte, ça devient abcès médicamenteux. D'autres deviennent des infirmes, des petits-enfants, alors qu'il n'est pas un infirme. Au cours de nos investigations, notre route croise celle du maire sortant de la commune de Kiossi. Ce dernier argue que cette structure sanitaire n'a pas été oubliée. Beaucoup de démarches ont été faites non seulement pour qu'il soit appuyé. Cette année même pour le budget 2020 que nous sommes en train d'exécuter, il y a des financements qui sont disponibles auprès de la commune pour ce centre de santé, à savoir l'équipement et beaucoup d'autres choses. Sauf que rendu à mi-parcours de l'exécution du budget 2020, le centre de santé intégré de Mokomo n'a encore rien reçu jusqu'ici. Ce que moi, je veux qu'on fasse dans cet hôpital, c'est de la réaménager. C'est-à-dire rendre ça un peu plus beau, enlever la toiture parce que ça sointe déjà un peu de partout, ajouter le personnel soignant dans le dit centre. Le matériel doit être prêt pour que ça fonctionne bien. J'ai listé même l'énergie solaire. Venir creuser un forage ici. Jusqu'à présent, j'attends. En pleine lutte contre la propagation du coronavirus, ce centre de santé peine à dispenser le minimum de soins aux populations. La bonne volonté du chef de centre se heurte malheureusement à l'abandon des pouvoirs publics. Quelle image! Dans l'actualité, l'absence de prévention et de prise en charge des maladies en milieu professionnel impacte négativement sur le fonctionnement et la productivité des travailleurs en entreprise. Selon des experts en santé au travail, plus de 50% d'absentéisme et de mortalité sont dus à des maladies telles que le paludisme, le VIH-Sida, le diabète ou l'hypertension artérielle. Afin d'aider les entreprises camerounaises à mieux prévenir et lutter contre toutes ces pathologies, le programme Santé Afrique, initiative du Conseil français des investisseurs en Afrique, vient de voir le jour. Il s'agit d'un programme qui vise à renforcer la capacité des professionnels de la santé sur les techniques de prise en charge de toutes ces maladies en milieu des entreprises, une initiative à laquelle adhère le JICAM. Et pour mieux comprendre l'intérêt des entreprises sur ce projet concernant l'amélioration du système de santé en milieu d'entreprise, je vous propose d'écouter les réactions du secrétaire exécutif du JICAM, Alain Blaise Batonguet, et du docteur Christine Ntimi, experte en santé du travail. Le premier capital pour les entreprises, comme pour les institutions, ce n'est pas l'argent, c'est la ressource humaine. Et la première qualité d'un manager, ce n'est pas de fixer de gros salaires, mais c'est de s'assurer que son personnel est en parfait état de santé. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour prévenir les maladies qui reviennent tout le temps et quels sont les projets qui sont mis en œuvre pour prendre en charge ceux qui tombent malades. Voilà l'enjeu principal autour duquel le JICAM a accepté de participer au lancement donc, de cette initiative de santé en entreprise en Afrique. Et comme au niveau du JICAM, nous tenons à la sécurité et à la santé des travailleurs, et que parallèlement à cela, nous sommes en train de postuler au nom de l'ensemble du secteur privé à un financement du Fonds mondial. Il nous a semblé utile donc de nous allier à une autre initiative qui sera complémentaire de la nôtre pour pouvoir toucher au plus près les entreprises et nous assurer donc de la santé et de la sécurité au travail. Les entreprises n'ont pas toujours les moyens ou alors n'ont pas suffisamment de personnel pour organiser des caravanes extra-entreprises. Et c'est ce volet-là qui nous intéresse le plus parce qu'il nous permettra d'agir dans le cadre de nos engagements dans la responsabilité sociétale avec les populations environnantes, d'avoir également un impact sur la santé des populations camerounaises.
La question de la sensibilisation se pose avec acuité en pleine crise sanitaire. L'incivisme des populations inquiète les pouvoirs publics. Lors d'une campagne de sensibilisation et de répression dans la ville de Douala, il est constaté que des hommes en tenue, eux aussi, peinent à respecter les mesures barrières, notamment le port des masques. D'autres usagers ont été interpellés sur la nécessité de respecter ces mesures barrières. On voit tout cela dans ce reportage que signent Innocent Abega et Julienne Bissaï. Depuis l'assouplissement de certaines mesures barrières visant à limiter la propagation du coronavirus au Cameroun, les usagers de la route continuent de violer en toute impunité les gestes barrières. Sur la nationale numéro 3, le constat est criard. Face à cet incivisme, les éléments de la gendarmerie passent à la phase répressive avec un accent particulier mis sur le transport urbain et interurbain. Nos missions sont restées les mêmes, à savoir veiller au respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus dans les transports, notamment le port de masque obligatoire et la surcharge. Dans le même temps, la répression sans merci des infractions génératrices d'accidents, telles que les roues usées, les excès de vitesse et les dépassements interdits. Pour nous féliciter de constater que ce week-end, nous n'avons enregistré aucun cas d'accident. Au cours de l'opération Coup de poing, les forces de sécurité passent au peigne fin tous les passagers à bord des véhicules et des indisciplinés mis hors d'état de nuire. Une initiative appréciée par plus d'un au moment où le Cameroun enregistre plus de 12 500 cas positifs de Covid-19. Le cache-nez, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Camerounais, quel que soit ton grade. Je ne sais pas pourquoi ils se comportent ainsi. Et je ne sais pas sur quoi ils comptent pour se comporter ainsi. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Non, mais ça, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Ce que la gendarmerie fait, ça, c'est très normal. Le message que j'envoie à ceux qui offrent de porter le masque, c'est que mes frères camerounais, mes frères, sincèrement, c'est réel. La vie est précieuse. Préservez vos vies. Parce que ceci, c'est très important. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous. C'est pour préserver nos vies, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Espérant un changement de comportement des usagers de la route au sujet du respect des gestes barrières, les éléments de la gendarmerie poursuivent leurs actions sur le terrain. Dans l'actualité, le professeur Louis-Richard Ndiok est le nouveau secrétaire général du ministère de la Santé publique. Il était jusqu'ici le directeur de l'hôpital La Quintini de Douala. Il rejoint ainsi 16 autres personnalités nommées secrétaires généraux dans plusieurs départements ministériels. Parmi ces personnalités figurent 6 femmes promues secrétaire générales dans certains ministères. C'est une décision du président de la République du Cameroun. Dans le septentrion, il existe des localités où les services sociaux de base sont quasi inexistants, sans électricité, sans eau potable, sans route aménagée, sans formation sanitaire. Les populations Bois du Noir à Karmaki, une localité située dans le septentrion, localité enclavée et coupée du reste du monde. C'est le constat que font nos reporters Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. Camargui, un des 15 villages de l'arrondissement de Ouina, dans le département du Mayo-Danaï, à l'extrême nord Cameroun. À bord des motos, le sous-préfet de Ouina et son état-major sont en mission pour Camargui. Le mauvais état des routes les ayant contraints d'abandonner véhicules au bout d'un parcours d'une vingtaine de kilomètres. Les fortes pluies qui s'abattent dans la région ont rendu impraticable la piste qui mène au village Camargui. Le sous-préfet et tout son état-major confirment eux-mêmes la galère quotidienne que vivent près de 3500 habitants de ce village perdu en saison de pluie. Particulièrement ici dans le village Camargui, les problèmes auxquels font face les populations, c'est d'abord la route. Je crois que nous avons ensemble partagé dans la route tout à l'heure, comme il a fortement plu hier. C'est d'abord la première difficulté, parce que dès les premières pluies, la localité est coupée du reste de l'arrondissement. La route n'existe que de nom. Les eaux de pluie ayant envahi toute la vaste plaine, les motos s'essayent à la nage. Et quand un caha dans l'eau, Camargui est en vue, mais tout a l'air d'une sorte de terre promise à atteindre.
de l'autre côté de la rive. La traversée sur cette ceinture de terre boueuse se passe de tout commentaire. Nous sommes coupés du monde. Nous sommes dans l'arrondissement de Ouina, département de Mayo-Danaï, dans le village Kamarki. Vous avez vu, ça c'est un pont de fortune construit par les habitants de ce village. C'est pas facile. Nous avons déjà parcouru plus de 100 km, mais il nous reste beaucoup à faire. À Camargui, les populations ne manquent pas seulement des routes. Leur eau de ménage et de consommation, elles la puisent dans ce lac de tous les dangers, où bétail et hippopotames s'abreuvent à longueur de journée. La potabilité du précieux liquide se passe encore de tout commentaire. Sans le moindre centre de santé, l'accès aux soins appropriés des malades est une autre paire de manches pour les habitants de Camargui. Nous sommes obligés de transporter donc le malade, c'est avec de la moto. Et sinon, la voiture ne peut pas arriver ici chez nous parce que la route est tellement mauvaise. Ici, par exemple, la personne, l'enfant ou la grande personne, même s'il est anémie, là, il peut même mourir en route à cause de la mauvaise route et de l'éloignement de l'hôpital. Nous, on demande au gouvernement de nous aider, de nous créer un centre de santé. Sans infrastructures sociaux de base, les habitants de Camargui dans le Mayo Danaï et Bizili dans le Mayo Kani fondent désormais tous leurs espoirs sur un projet d'eau potable à énergie solaire pour voir leur localité sortir du sous-développement. Nous ne souhaiterions pas que d'ici demain, qu'on apprenne que ce projet n'a pas pu continuer. Parce qu'il y a des projets comme ça, on l'annonce et puis quelques jours après, ils disparaissent. Alors ce que je lui demanderais, qu'il aille au bout de sa pensée. Le coordonnateur du projet y voit une plus-value pour Camargui et Bizili, deux localités logées dans le territoire bec de Canard au Cameroun, à un jet de pierre de la frontière tchadienne. Nous avons constaté que dans notre région, nous travaillons à cause de la pluviosité 3 mois sur 12. Travaillant 3 mois sur 12 ne permet pas à la population de sortir dans le monde rural de la pauvreté. Il faut les amener à travailler 12 mois sur 12 et pratiquer l'élevage. Et s'ils ne travaillent pas 12 mois sur 12, parce qu'il y a des contraintes. La contrainte, c'est le manque d'eau. C'est pour cela que nous allons leur apporter de l'eau pour cultiver en contre-saison pendant les 9 autres mois. Vivant essentiellement d'agriculture, d'élevage et de pêche comme bien d'autres villages à travers l'extrême nord Cameroun, Camargui veut désormais assurer son autosuffisance alimentaire 12 mois sur 12 et un cadre de vie sain à ses populations. Tu es à peine 14 mois à la tête de l'ambassade du Cameroun en France, nommé en mars 2019 et rappelé à Yaoundé en mai 2020. Alfred Nguini vient d'être officiellement limogé. Selon un décret présidentiel, André Manus Ekoumou est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun en France. C'est une décision du chef de l'État, Paul Biya. Vous faites peut-être partie de ces férus du commerce en ligne. L'achat des vêtements et des produits électroménagers est désormais facile. Cependant, une nouvelle forme d'arnaque s'est développée sur Internet. Certaines plateformes digitales proposent aux internautes camerounais des produits vendus à des prix très accessibles. Cependant, c'est un nid d'arnaqueurs ayant déjà fait de nombreuses victimes. Parmi les Camerounais, d'autres sont spécialisés dans le piratage des données personnelles utilisées à des fins inavouées. Comment réussissent-ils à aguicher leur proie, leurs victimes? Quel est leur mode opératoire? C'est une enquête signée Kediara. Vous êtes certainement nombreux à faire des achats sur la toile. Mais savez-vous que cette plateforme, présentée comme un véritable pôle d'opportunité, s'est progressivement transformée en terrain de chasse pour des arnaqueurs de toutes sortes? Le nouveau type en date s'opère sur des pages Facebook, dénoncées et signalées par de nombreux utilisateurs. Le nom, Brocante Camer,
neuf et occasion, les publications sont alléchantes, la marchandise proposée de qualité et donc l'originalité accroche au premier coup d'œil. La page neuf et occasion pour sa part est suivie par plus de 1000 followers. D'ailleurs, le nombre de likes et de commentaires enregistrés sur les publications témoigne à suffisance de la quantité de la clientèle. La page franchit facilement le cap des 900 réactions, alors que ces publications ne sont pas sponsorisées. En commentaire, de nombreuses commandes, des followers intéressés. Pourtant, cette page, comme l'autre, font depuis peu l'objet de publications et de signalements de la part des utilisateurs qui l'attribuent à une arnaque. Ce monsieur m'a frappé 185 000, dit une dame. Arnaqueur, commente un utilisateur. Signalez leur compte, n'envoyez aucun argent, ils sont des bandits. Ils proposent de mêmes articles à chaque fois, poste une autre. Ne procédez à aucune opération mobile avant d'avoir touché du doigt le produit, témoigne une autre victime. En accompagnement à ces publications, des photos d'une CNI que le présumé arnaqueur envoie à ses victimes afin de les mettre en confiance. Le procédé est le même à chaque fois. Dès que vous avez choisi la marchandise, il vous demande de lui envoyer la moitié de la somme par transfert mobile et vous bloque une fois qu'il a perçu cet argent. À notre tour, nous avons essayé de nous faire passer pour des clients, mais mal nous en a pris car les numéros de téléphone attribués aux deux pages ne sont plus disponibles. Vers la messagerie vocale. Your call is being forwarded to voicemail. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Your call is being forwarded to voicemail. Est-ce la conséquence de la grosse dénonciation qui s'est déroulée sur les réseaux sociaux? Une chose est certaine, lorsque vous vous rendez sur la toile avec l'intention de faire des achats, armez-vous de prudence. Comment éviter d'être une victime d'arnaques sur les réseaux sociaux? Comment se protéger face aux attaques cybernétiques? Des experts estiment qu'il y a une faible vigilance de la part des Camerounais ignorant les outils de protection et les techniques de vérification des sites de commerce en ligne. Cette ignorance s'aggrave en raison de l'absence d'éducation digitale et une faible application de la loi sur la cybercriminalité au Cameroun. Reportage Faral Bounia et Donald Brice Camgan. Une offre d'emploi alléchante dans une entreprise de la place, un appel supposé de la banque pour des réglages sur votre compte ou un message vous invitant à jouer pour gagner. Voilà les visages des arnaques qu'expérimentent les Camerounais. Bien que relativement classiques, ces pièges prennent toujours des proies. Les utilisateurs ne sont pas suffisamment avertis sur des risques liés à la sécurité des systèmes d'information. Les utilisateurs n'ont pas cette culture du risque organisationnel et quelles sont les conséquences sur les actifs informationnels. Il faut accentuer la sensibilisation sur ces usages vicieux des plateformes électroniques. Chaque citoyen doit prendre conscience des risques à se faire extorquer de l'argent, usurper son identité, perdre le contrôle de ses données personnelles ou flouer. Peut-être au niveau de recrutement, par exemple, l'onglet recrutement, par exemple, ou les offres, vous allez voir que l'adresse qui est supposée être n'est pas l'adresse qui est sur l'annonce qui a été envoyée aux réseaux sociaux. Depuis 2010, une loi est censée protéger les usagers de la toile au Cameroun, mais aussi sanctionner les hackers et tout autre utilisateur déviant du web. C'est la loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité. L'État doit tout faire pour mettre en place les mécanismes qui doivent amener cette loi de s'appliquer, de sorte que les Camerounais lambda que nous sommes, vous et moi, on puisse bénéficier de cette loi. La première chose. Parce que sinon, ça reste que sur le papier, et c'est rien que l'État, quand il pense qu'il a besoin d'appliquer cette loi pour ses propres intérêts, qu'il l'utilise. Chaque jour, les cybercriminels se montrent encore plus dangereux, les avancées de la lutte contre leurs attaques et leurs dérives étant leur source d'inspiration. Les experts insistent également sur le rôle déterminant de l'Agence de régulation des télécommunications. La vente illicite des ossements humains aiguise l'intérêt des jeunes Camerounais dans le département du Noun. 2 valises contenant des ossements humains ont été saisies et les présumés receleurs avouent qu'ils espéraient empocher 50 millions de francs CFA en échange durant la transaction. Ils ont été interpellés durant une enquête de la gendarmerie. Le récit des faits avec Leclerc Sakem.
Dans ces 2 valises, un contenu pas comme les autres exposé à l'esplanade de la compagnie de gendarmerie de Fumbaut. Un butin saisi grâce au sang limier des éléments de cette gendarmerie en collaboration avec l'ONG Lagarde. À l'intérieur, ce que les initiés dans leur jargon appellent le mercure rouge ou le bois blanc. Il m'a dit que tu connais ce qu'on appelle le bois blanc. J'ai dit non. Il m'a dit le justement. Il m'a dit que oui. Il m'a dit qu'on lui propose. Qui t'a dit ça? C'est lui. C'est lui qui t'a dit ça? Oui, j'ai lui dit qu'il y a quelqu'un qui m'avait proposé ça. Que vous les parlez, je vous connais. Il faut bien connaître. Il les a mis en contact. Voilà. Il est venu, je lui ai passé avec la personne qui avait ça. Tout ça là, c'est quand on a fait le prix, c'était bon. La personne m'a mis. Le prix c'était combien? 50 millions. Non! Ok, ça va. Quand on arrive, là-bas. Quand il vient, je lui passe à la personne qui avait ça. Ils font le prix maintenant. Pour qu'on passe à l'argent. La personne est venue me donner ça, j'étais avec lui. Qui t'a proposé le prix là? Lui, non. C'était combien? Je connaissais personne. C'était 50 millions. Hein? 50 millions. Pour lui, c'était 10 millions. Les gens là m'ont promis de donner 15 millions. Ils prennent 25 millions. C'est pourquoi il m'amène à Fumbaut avec la personne qui avait ça. On arrive maintenant, il me dit que j'entre, je prends l'argent, je viens avec. Quand j'entre maintenant, Engagé depuis quelques mois dans une opération qui vise à traquer les personnes impliquées dans ces activités peu orthodoxes et le grand banditisme dans le Noun, les éléments du commandant Dawanga viennent ainsi de réaliser une autre prise, pas des moindres. Dans la lutte contre le grand banditisme en général et le trafic des ossements humains et les profanations de tombes en particulier, dans le département du Noun, dans la matinée du 26 juin 2020, grâce à l'intrusion des vastes réseaux de renseignements bien ficelés, et ceci en relation et en collaboration avec l'ONG Laga, nous avons interpellé au quartier Bantou, dans la ville de Fumbaut, 2 individus, les nommés Fundikou Fakou Aminu, âgé de 26 ans, et Lonti Sinclair, âgé de 30 ans, en possession de 2 valises contenant les ossements humains. Pour ce qui est du mode opératoire, l'outil numérique est mis à contribution. Il s'agit de jeunes gens qui utilisent Internet pour réaliser leurs actes criminels. Dans le cadre d'espèces, les nommés Lonti Sinclair a créé un site internet dénommé Achat et vente du mercure rouge. Et c'est à travers ce site que le nommé Fondikou Fakou Aminou, âgé de 26 ans et résident dans la ville de Fumban, a rencontré ce dernier et ils ont négocié un marché. Ces 2 individus ont un partenaire à l'étranger chargé, n'est-ce pas, de leur envoyer l'argent. Pour davantage assainir la localité, les populations sont invitées à une franche collaboration avec les forces de maintien de l'ordre. Pour l'heure, les 2 présumés trafiquants d'ossements humains sont dans les geôles de la gendarmerie de Fumbaut en attendant d'être transférés devant le procureur de la République. Au sujet des tensions à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, la rencontre entre les ministres de la Défense des 2 pays vient de s'achever. Dans un communiqué final, les 2 pays se félicitent de l'arrêt de la construction du mur à la frontière par la Guinée équatoriale et rappellent combien les relations sont excellentes entre Yaoundé et Malabo. Et les 2 pays annoncent également qu'ils vont travailler ensemble et mettre des mécanismes conjoints pour assurer une relation conviviale à leurs frontières. C'est en substance le communiqué à l'issue des travaux des experts de haut niveau équato-guinéens et camerounais et la rencontre à huis clos des 2 ministres de la Défense de ces 2 pays voisins de la sous-région Afrique centrale. Qu'est-ce qui change avec les résolutions de la Confédération africaine de football? Les Camerounais vont encore attendre près d'1 an et demi. La CAN Cameroun 2021 est reportée en 2022 et d'autres décisions qui vont impacter sur le football africain. On voit tout cela avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Après 2019, le Cameroun essuie un nouveau glissement de date dans l'organisation de la plus importante compétition de la CAF, la CAN prévue en janvier 2021.
Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé du report de cette compétition en janvier 2022 en raison de la pandémie du coronavirus. En visioconférence de presse ce mardi, Ahmad, le président de l'instance faîtière du football africain, explique que le calendrier des éliminatoires de la CAN 2021 ayant été impacté par la crise sanitaire actuelle, il était plus qu'évident que la phase finale de la CAN, prévue en janvier prochain, ne pouvait plus être organisée à cette date. Le Cameroun garde donc l'organisation de la prochaine CAN et peut se décharger de la pression due au retard qu'accusent certains chantiers, notamment le stade Olembe, qui doit abriter le match d'ouverture et la finale de la compétition. Alors que la pose de la première pierre de ce stade a eu lieu il y a 10 ans environ, les travaux ne sont pas encore achevés. Ajoutés aux nombreux chantiers routiers inachevés, le comité exécutif de la CAF a également décidé du report du CHAN en janvier 2021. La compétition était prévue en avril 2020. En plus de la finale de la Ligue des Champions, le stade de Japoma va abriter les demi-finales de la compétition. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé d'annuler l'édition 2020 de la CAN de football féminin. En revanche, en 2021, une nouvelle compétition va s'inscrire dans l'agenda de la CAF. Il s'agit de la Ligue des champions de football féminin. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Antou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 2 valises d'ossements humains saisies à Fumbaut. Vous l'avez suivi dans le reportage, les présumés receleurs espéraient empocher 50 millions de francs CFA dans leur trafic illicite d'ossements humains. Cela est appelé Mercure Rouge, au point qu'il existe une plateforme en ligne qui voudrait proposer aux jeunes Camerounais qui sont prêts à s'engager dans ce business illégal de pouvoir profaner des tombes, déterrer ces ossements humains afin de les vendre sur le marché noir. Ils ont été interpellés par la gendarmerie. Mercure Rouge ou le Bois Blanc. Bonne soirée à vous, Cédric Noufélé. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h.